Après ça, on va voir ce qu'on appelle un onduleur, dit onduleur autonome. Donc là, on n'est plus dans la conversion d'énergie AC-DC, mais DC-AC. Okay, c'est un circuit que vous n'avez jamais vu, je pense, l'onduleur. Ce sont des circuits dont on n'avait pas encore parlé en matière d'électronique. Donc un onduleur, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui permet de transformer donc l'énergie alternative en continue, en énergie électrique type continue. On part du courant. Non, c'est l'inverse. De transformer une énergie continue en alternative. Mes notes sont fausses, il faudra que j'intervertisse. Donc on part quoi donc du courant continu, on arrive au courant alternatif. On dit qu'il est autonome. Pourquoi? Parce qu'il impose au départ quoi? Eh bien, la fréquence propre, donc autrement dit, il va générer une certaine fréquence, un certain niveau de tension ou de courant, et cette fréquence est imposée à l'élément terminal. On va voir que cette fréquence peut être stable ou non stable, on va voir qu'elle peut varier en fait. Si la source de tension continue, donc si la source de tension est continue et qu'elle est en tension, je vais dire, continue en tension, on va parler d'onduleurs en tension. Ce sont souvent les plus répandus. L'onde de tension est imposée par la source. Le courant, c'est la charge qui va le déterminer, évidemment. Donc, vous y amenez le signal le plus propre possible, en tension, et évidemment, en fonction de la charge que vous allez avoir, si c'est des résistifs, c'est facile. Si c'est inductif du capacitif, ben, la réaction au courant sera évidemment différente. Hein, bon, ça, c'est logique. À l'inverse, si on a une source de courant, et non plus de tension, eh ben, c'est l'onduleur qui ondule en courant, et la charge qui se trouve derrière, en fonction de son état, vous allez avoir une tension qui sera plus ou moins ressemblante à ce qu'il y aura à la rentrée, évidemment. Ça peut être vraiment fort différent en fonction justement du type de charge que vous allez avoir. Les onduleurs tels que on les connaît dans le grand public, on voilà deux exemples. C'est quoi? C'est quoi celui de gauche, c'est quoi celui de droite? Celui de droite, c'est effectivement un onduleur de panneau solaire, marque SolarEdge, peu importe, on verra ça de toute façon dans l'applicatif tout à l'heure. C'est un onduleur qui permet de convertir le courant continu qu'on a au niveau de notre système en courant alternatif. Notre système, sous-entendu, photovoltaïque. Celui de gauche, par contre, ça vous avez déjà vu ou pas du tout? Les caravanes. Ah oui. Ah, c'est possible, mais principal. On l'utilise en général plutôt dans d'autres situations, mais pourquoi pas en caravane, effectivement. À ce moment-là, il va se piquer sur la tension de la batterie, effectivement. C'est un onduleur de type UPS, Uninterruptible Power Supply. Donc, alimentation de secours, si vous voulez. Donc, c'est ce qu'on met en général derrière un PC ou dans un armoire technique pour pouvoir convertir le courant, enfin la batterie, et l'énergie qui se trouve dans la batterie vers le courant continu. Il y a une batterie dedans. On verra tout à l'heure à quoi ça correspond. Donc ces dispositifs sont utilisés principalement en électrotechnique et soit ils servent à fournir une tension ou un courant alternatif de fréquence et d'amplitude variable. Ça, c'est le cas des onduleurs qui servent à alimenter principalement tout ce qui concerne les moteurs à courant alternatif. Donc ce qu'on appelle plus fréquemment un variateur de fréquence. Mais en fait, c'est un onduleur, c'est un convertisseur d'énergie continue vers alternatif, dont on fait jouer. On joue sur la fréquence et sur l'amplitude. Oh oui, pardon. Attendez, je mets en diapo. Donc le symbole universel que l'on rencontre pour la conversion DC-AC, c'est celui-ci. Donc le petit carré, le petit moins, enfin la petite barre horizontale pour dire qu'on a le courant continu à l'entrée et du courant alternatif à la sortie. Les appareils dont je vous ai parlé, vous avez donc les deux types
soit le premier c'était l'onduleur en tension ou en courant qui ont une fréquence et une amplitude qui peut être variable, qui peut évidemment, parce que c'est toujours le régime variable va servir à quoi? En fréquence principalement, à un démarrage. La plupart du temps, quand vous serez à un régime stabilisé, ben vous aurez un système qui aura une fréquence qui sera stabilisée et une amplitude qui sera stabilisée. C'est toujours la même chose. On joue sur la tension, sur la fréquence et sur le courant pour pouvoir amener à un régime optimum, la plupart du temps le plus rapidement possible et en consommant, en ayant les courants de pointe les moins grands. Ça serve ces onduleurs à variation de fréquence. La deuxième partie, ce sont des tensions ou des onduleurs en tension ou en courant à fréquence et à amplitude fixe. C'est le cas en particulier des alimentations de sécurité, donc c'est celle dont je viens de vous parler ici, alimentation de sécurité, et qui vous permettent d'éviter les défaillances réseau. Donc autrement dit, lorsque le réseau merde, le réseau électrique sous-entendu, le réseau de Electrabel, enfin RESA, n'a plus suffisamment de tension ou a une coupure parce qu'il y a un arc qui est tombé sur une ligne, ce type de boîtier qui est branché en parallèle sur votre installation vous permet de prendre le relais lorsque le courant disparaît. L'onduleur en lui-même, donc l'énergie qui est stockée dans la batterie de secours, est restituée sous forme continue, donc la batterie elle donne forcément du courant continu, et l'onduleur recrée un signal de forme sinusoïdale à fréquence et tension connue, qui sera quoi 240-50 Hz, ou vous pouvez avoir les mêmes, mais pour une autre technologie. Ça, c'est du monophasé. La technologie parallèle, ce sera la technologie triphasée, où là, vous aurez 3 fois 480, plus neutre, en 50 Hz. Okay, la technologie des onduleurs de tension est actuellement la plus maîtrisée et présente dans la plupart des systèmes industriels, quelle que soit la gamme de puissance. Vous allez avoir des éléments qui font quelques watts, pour des petits moteurs, pour des éléments de gestion de tous les jours, mais ça peut aller aussi jusqu'à quelques mégawatts. Okay, des moteurs je vais dire dans quelle caisse qu'on peut l'avoir, c'est souvent dans le cadre de gestion moteur évidemment, mais on peut avoir des moteurs de quelques mégawatts qui sont gérés par ce système d'onduleurs qui vous permettent justement, pour le mettre en mouvement, de ne pas avoir des pointes de courant trop importantes sur le réseau, donc d'envoyer une fréquence suffisamment basse au début, que pour le faire commencer, pour lancer son mouvement de plus en plus rapidement, et puis à un moment donné, atteindre son régime de fonctionnement normal. Okay, l'élément ici qui est ajouté, c'est quoi? C'est le variateur de fréquence dont je viens de vous parler. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit la tension d'alimentation 400 volts. Ce sont des petits variateurs qui, il y a encore quelques années, coûtaient plusieurs milliers d'euros. Maintenant, pour 70 euros, vous savez en avoir, pour quelques dizaines d'euros, c'est ce que je dis, vous pouvez en avoir qui vous sortent 1, 2, 3, 4 kW. C'est fréquemment utilisé pour notamment les machines qui sont prévues au départ pour fonctionner en triphasé et qui ont au départ une tension d'alimentation monophasée. Ceux qui ont des anciennes machines, des anciennes machines-outils, je vais dire, qui sont prévues pour fonctionner avec du 3 x 220 volts par exemple, et que vous avez chez vous uniquement un réseau monophasé de 220 volts, enfin 240 volts, vous prenez ce type de convertisseur, vous lui entrez le 220 volts, il va à l'intérieur le convertir en courant continu, et puis l'onduleur va ressortir sur les 3 phases un signal alternatif triphasé dont vous avez besoin pour faire tourner vos machines. Ça peut être très 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 utile si vous récupérez par exemple la vieille scie de votre grand-père qui fonctionnait encore sur du triphasé et que vous n'avez plus de triphasé chez vous parce que ça devient très très rare. Mais pour les applications industrielles, ça sert également pour les groupes de ventilation en HVAC, ça sert pour tous les outils qui ne sont peut-être pas adaptés au réseau sur lequel on se trouve. Okay,
ou qui sont très bien adaptés. Si c'est du triphasé, vous avez un onduleur de ce type-là qui est triphasé, mais qui va simplement vous permettre de générer quelque chose, variable en tension et en courant, en fonction du moteur, puisque la plupart du temps, ce sont des moteurs que vous allez gérer avec ce genre de choses, qui va pouvoir injecter le juste courant, la juste tension pour démarrer votre système. Ok? C'est bon? Le principe de l'onduleur autonome, ici on commence par un élément simple, donc une simple batterie, petite batterie, double, 2 fois le courant continu, la même batterie, avec 2 interrupteurs. Imaginons 2 interrupteurs. Il va se faire de la vie de tous les jours, ce n'est pas quelqu'un qui va s'amuser à le basculer. Derrière ça, ce sera des composants électroniques de puissance, type transistor ou transistor ou équivalent. Et qu'est-ce que vous allez avoir si vous basculez votre interrupteur K1 et que K2 reste ouvert? Eh bien, vous allez avoir une tension aux bornes de la charge, en l'occurrence qui est purement résistive ici, qui sera de l'ordre de E. Okay. Alors que, à l'inverse, si vous inversez les 2 interrupteurs, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez avoir exactement l'inverse. Vous allez avoir une tension moins E qui va apparaître le temps que vous basculiez sur K2 et non plus sur K1. K2 se ferme, K1 s'ouvre. C'est à ce moment-là moins E qui apparaît, puisque vous êtes en négatif par rapport évidemment à la tension qui se trouve au-dessus, évidemment. C'est toujours la même chose. Bon. Ça, c'est le principe simple d'un onduleur, entre guillemets, de base. Okay? La charge étant purement résistive dans ce cas-ci. Elle peut être de type inductive ou capacitive, mais alors la réaction en sortie du courant ici, courant-tension, ne sera évidemment pas la même. Ok? Parce qu'évidemment, la réaction, comme vous savez, la tension par rapport au courant et le courant par rapport à la tension au sein d'une capacité ou d'une inductance, évidemment, avec un signal variable, va amener un retard de phase. Je me souviens encore de tout ça l'année passée, on avait vu ça. Et vous avez dû le voir en électrotechnique avec mon collègue M. Warnott. Le fait d'amener du courant alternatif sur une charge inductive ou capacitive amène un retard de phase, tension au courant, courant-tension, en fonction que c'est une, respectivement, capacité ou inductance. Ici, on considère que c'est du résistif. Donc, chaque fois que vous allez basculer K1, vous aurez plus, donc vous fermez K1, vous allez avoir plus E qui va apparaître au bord de la charge. Et quand vous allez ouvrir K1 et fermer K2, ce sera moins E qui apparaîtra. Et donc, ces deux-là, on convertit un signal continu, enfin une tension continue, en une tension alternative. C'est évidemment la solution la plus simple. Et que vous avez dit, il n'y a pas quelqu'un qui va basculer les interrupteurs pour vous. Surtout qu'ici, on parle évidemment à des fréquences qui, normalement, vont être de quelques Hertz, 50 Hertz, quand ce sera en régime établi si c'est un moteur, mais ça peut être plus bas que ça. Mais ça peut aller aussi, on va voir que ça peut aller aussi à plusieurs kilohertz, en fonction du montage que vous allez faire au niveau de votre système. Votre onduleur, ici, on a quoi? On a un onduleur un peu plus représentatif de ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'on peut constater comme type de montage ici? Qu'est-ce que c'est ce type de montage? Un pont, exact, un pont H. C'est le cas le plus typique de ce que l'on retrouve dans le domaine de la technique. Okay? Ce sont des éléments qui sont simplement, en général, qui vont par 4. Alors, soit c'est un pont H simple ou double. Ici, l'exemple qui nous a donné est double, puisque quoi? On a 4 éléments actifs dans le pont. Vous pourriez n'en avoir que 2 dans certains cas. Okay? Ici, c'est un 4 éléments actifs. Et qu'est-ce qui va nous donner le 4 éléments actifs? Ce sera quoi? Eh bien, en fonction que notre ordre ici va être de faire passer de laisser passer les tensions ici au bord de notre transistor
Ici, nos transistors sont montés en tout ou rien. La base, ici, NPN et PNP, sont saturés quand vous voulez faire évidemment l'ouverture de votre interrupteur. Plus exactement, c'est l'inverse, la fermeture de l'interrupteur. Donc, autrement dit, laissez passer complètement le courant à travers cette chaîne-ci. Ok? C'est ce qui se passe. On bascule K1 en même temps que K4. Ok? Non, K3, pardon. C'est 1, 2, 3, 4. Pardon. 1, 3, 1, 3. Donc on bascule ceux-là. On a donc le courant qui va basculer comme ceci. Ok? À l'inverse, lorsque vous allez basculer dans l'autre sens, donc on envoie le compte-rendre, on dit maintenant c'est K2 et K4 qui basculent, vous allez donc avoir la tension inverse qui va apparaître aux bornes de la charge. Charge ici que l'on considère résisto-inductive, ce qui sera le cas le plus rencontré dans les cas de tous les jours. Pourquoi? C'est quoi un résistant inductif? C'est le schéma de quoi? D'un moteur, tout simplement. Et il va de soi que la plupart du temps, quand on doit faire des conversions d'énergie de ce type-là, c'est quelque chose, ce sera un élément moteur qui sera derrière. Que ce soit le ventilateur de votre PC qui lui a une certaine tendance à être inductive, même si l'essentiel sera du résistif puisque votre PC à sauvegarder se comporte plutôt comme une charge statique, mais il va de soi que si c'est un moteur qui est derrière, c'est le moteur, oui, il est purement inductif évidemment. Okay. Donc ici, qu'est-ce qu'on a donc? Pendant K1 et K3 fermés et K4 sont ouverts et inversement, le principe de la charge inductive va faire quoi? Va faire que vous allez avoir une apparition au niveau du courant dans la charge qui va avoir un certain retard par rapport à la tension. Hein, comme vous savez, hein, le courant a tendance à être retardé par l'effet de la bobine de votre moteur. Et puis lorsque vous inversez, pareil, il va de nouveau essayer de lutter contre ça et il sera en retard sur la tension. Okay. Donc ici, on voit qu'en fait, on convertit donc un signal carré. Si on simplifie les choses, si on considère que ceci n'est pas une charge, mais un élément peut-être intermédiaire de notre circuit, on a un signal carré, on se sert de ceci comme d'un filtre, et puis derrière ça, on peut récupérer un signal qui ressemble quand même vachement plus à une sinusoïde. Exact. Ok? Mais dans un premier temps, on va considérer que ceci sera purement inductif et on peut très bien faire fonctionner notre moteur. Il sera tout à fait suffisamment costaud pour accepter ce genre de choses. Il y a juste un souci à retenir avec ce type de montage, évidemment. C'est quoi? C'est qu'est-ce qu'il va y avoir comme problème pour entre la conversion de ceci en ceci? Et idéalement en une sinusoïde. Qu'est-ce qui permet de convertir les deux? Quelle est la fonction mathématique, la fonction, l'équation qui vous permet de mettre en pratique ça? La conversion d'un signal carré en une somme de sinusoïdes. Fourier, exact. Donc le principe de Fourier, qu'est-ce qui va voir apparaître quand on convertit un rectangle comme ça en un système triangulaire? Qu'est-ce qui apparaît? Quel est l'élément délétère dans Fourier? Qu'est-ce qui constitue Fourier? Dans Fourier, qu'est-ce que vous avez comme paramètre important? Le premier paramètre, la composante continue, donc c'est le fameux A. Le deuxième paramètre, c'est quoi? Oui, qui s'appelle comment? La sinusoïde oui, elle s'appelle comment la sinusoïde de base? La fondamentale, exact. Et la fondamentale, qu'est-ce qu'elle a comme particularité? Non, justement, on considère que c'est une sinusoïde parfaite qui fonctionne avec quelle propriété? Amplitude, normalement, si tout va bien, l'amplitude voulue. Et quoi? Oui, donc fréquence de base, fréquence voulue. C'est elle qui nous sert de
je vais dire de mètre étalon, ou comment ça va ça, donc, de métronome, ok. Derrière ça, tout ce qu'on va voir derrière, vous l'avez très bien dit, c'était quoi? C'était les harmoniques. Et les harmoniques, on va voir que les harmoniques dans un signal comme celui-là, on va le voir, vous l'avez vu, on l'a vu l'année passée en fait, pour passer de rectangle à un signal triangulaire comme ça, et voire même une sinusoïde, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir un paquet d'harmoniques qui seront assez délétères, qui seront assez problématiques, puisque elles amènent quoi? Des pertes énergétiques, puisque elles ne servent à rien. Ok? Ok? Exactement, c'est un parasitage, c'est une perte. Donc, on amène du bruit. Exactement. Et ça, effectivement, c'est assez délétère. On va mettre au point ce qu'on appelle, dans le cadre des onduleurs, le THD, donc le taux harmonique de dispersion, qui est quoi? Qui est le rapport entre la sinusoïde de sortie qu'on a et... Non, pardon. C'est le rapport entre la somme de toutes les harmoniques, de toute l'énergie perdue dans les harmoniques, donc les valeurs, la racine carrée de la somme des carrés de toutes les valeurs efficaces, divisé par quoi? Par la valeur efficace de notre sinusoïde fondamentale. Plus ce THD est important, plus il y aura une perte importante. Vous pouvez même avoir des pertes de plus de 100%. Vous pouvez avoir plus d'harmonique d'un point de vue énergétique que la fondamentale. À proscrire, évidemment, hein, vous avez bien compris que ce n'est pas tip-top. Hein, puisque ces énergies-là, en général, elles sont renvoyées où? Elles sont renvoyées sur... Puisqu'elles ne sont pas utilisées, elles sont renvoyées sur le réseau. Et donc, ça peut être délétère pour votre réseau. Ok? Je vous avais expliqué déjà, je vous ai donné l'exemple l'année passée, je crois, en électricité, de l'Opéra de Liège avec les luminaires. Vous vous souvenez pas de ça? Donc le principe était celui-là, justement, parce que c'est ce genre de conversion électronique, où vous vous retrouvez avec une cabine de tension, où on fait attention justement à ce qui rentre et ce qui sort, en permanence. Vous avez à l'intérieur du musée, pas du musée, de l'Opéra de Liège, des scènes, des éléments scéniques, donc moteurs, donc variateurs. Vous avez des convertisseurs d'énergie type driver, qui sont dans le même style, qui eux vous permettent de gérer l'éclairage, hein, c'est ce que vous vouliez présenter comme élément. Vous avez l'éclairage, et au final, pour un simple petit composant à 1,5 € qui devait être mis dans chaque driver d'éclairage, n'a pas été mis pour des raisons d'économie, puisqu'il y avait des milliers d'éclairages, en croyant gagner, et bien l'entrepreneur a perdu parce qu'il renvoyait sur le réseau un taux d'harmonique de dispersion largement supérieur à 1. Donc on renvoyait plus que ce qu'on consommait à un moment donné. Évidemment, Electrabel n'est pas content de ce cas-là. Enfin, oui, Electrabel ou Reza. Okay. Et donc, ça peut arriver. Et dans des cas pratiques, ici bêtement, parce qu'ici on parle vraiment d'un composant de filtrage qui permettait justement de renvoyer cette partie, parce que on parlait de quelques milliwatts qui étaient filtrés à ce moment-là à la sortie de chaque appareil. Mais si on faisait le total sur tout le nombre d'appareils qu'il y avait, en plus des éléments scéniques qui n'étaient pas toujours bien gérés non plus, vous aviez un parasitage énorme au sein de l'installation, avec des éléments qui partaient vraiment en couille, on peut le dire. Okay. Donc là, il faut faire bien attention pour un détail. Quelquefois, gagner un cent, on peut vraiment foutre le bazar boxon partout. Mais typiquement, c'est ce que vous rencontrez ici. C'est que vous avez un élément qui, sur base d'un élément rectangulaire, vous convertissez en élément triangulaire qui se rapproche fortement de la sinusoïde, mais vous allez voir que malgré tout, vous avez, on l'a vu l'année passée, je pense que c'était dans le cours, les ratios justement des valeurs efficaces en fonction justement qu'on avait un signal triangulaire, un signal alternatif sinusoïdal ou un signal purement continu. Eh bien, cette notion de perte d'énergie intervient également à ce niveau-là. Okay. Donc, ça, faire fort attention. Un moteur, lui, qui reçoit ce genre de signal,
Rien à foutre, il tournera quand même. Il y a des éléments électroniques qui n'aimeront pas. Okay. Il faut voir dans quel cas vous allez utiliser des solutions comme celle-là. De nouveau, c'est toujours la même chose, c'est à chaque application, à chaque élément terminal, à sa propre application évidemment, dans le cadre de la qualité du signal. Il va de soi que pour votre PC qui lui sera fortement sensible, vous n'utiliserez pas ce type d'élément-là, mais un élément onduleur qui sera beaucoup plus complet, dans lequel vous allez aller intégrer notamment cette notion de filtrage, je pense que je vais en parler plus loin, avec un élément un peu plus complexe d'ondulation. Je pense que c'est le schéma suivant d'ailleurs. Ah non, ok, non, pardon. L'autre solution d'ondulation, plutôt que de travailler sur une fréquence fondamentale, qu'est-ce qu'on va faire ici? Comment ça s'appelle ça? Non. Une? C'est ça, et en français? Oui. Oui, donc MLI, exact. MLI ou PWM. Donc effectivement ici, on a affaire à un système où l'onduleur en tension impose à sa ressortie un système de tension, mais qui est sous forme d'un créneau, plus sous forme d'une onde, mais sous forme d'un créneau. Vous savez ce que c'est un créneau, hein? Les créneaux sur les châteaux forts. Tac, 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 tac. C'est les éléments qui vous permettaient de vous planquer ou de tirer à l'arc. Okay, c'est ça qu'on appelle un créneau. Et donc, on n'envoie plus un signal alternatif, mais un signal alternatif, mais avec beaucoup plus haché. Et on appelle ça effectivement une PWM, donc Pulse Width Modulation, ou en français, modulation en largeur d'impulsion. Ce genre de créneau, de nouveau, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, ne pose absolument aucun problème à un moteur. Parce que lui, il va, par sa nature inductive, va essayer de lutter contre ces variations incessantes et va sortir au niveau de la tension d'alimentation un élément qui sera sinusoïdal, parce qu'il va filtrer. Et cette variation, cette PWM, va jouer sur cette notion de filtration naturelle du moteur pour essayer, justement, en jouant sur tous les paramètres, et ça c'est juste un paramètre, je vais dire au niveau du contrôleur qui va envoyer les impulsions, au niveau de vos interrupteurs numériques, de vos interrupteurs type transistor ou équivalent transistor de puissance, en fonction du temps, lui évidemment il va adapter la tension de sortie pour les contrôles, ou plus exactement les largeurs d'impulsion qu'il va donner pour toi maintenant tu bascules, ah non maintenant c'est à toi, ah non maintenant c'est à toi, ah non maintenant c'est à toi. Ok. Ça c'est l'autre technique. Ce système évidemment est complètement incompatible avec un système type onduleur pour photovoltaïque. Ok. Ça, dans du photovoltaïque, vous renvoyez ça sur le réseau, je ne vous mets pas 2 jours, vous avez les travelles qui débarquent. Okay, c'est évidemment pas ça qu'il faut faire. Ou alors vous faites ça, mais alors derrière, vous mettez un élément qui va permettre de filtrer et de renvoyer cette énergie-là en série. Le problème, évidemment, c'est que quand plus vous mettez d'éléments intermédiaires, qu'est-ce qui se passe? Plus il y a de pertes, évidemment. Donc ça veut dire qu'idéalement, un onduleur, et clairement les onduleurs, que ce soit photovoltaïque ou pour les UPS ou autres, le rendement, la majorité du temps, on s'arrange en fonction du montage que l'on va utiliser pour les mettre, suivant donc, de travailler en PWM ou travailler en alternance, essayer d'être avec un rendement le plus proche de 100% évidemment. Okay, et on y est quasiment. On n'a pas un onduleur photovoltaïque de nos jours, 99%, il est aisément, plus qu'aisément. Il n'y a quasiment pas de perte. Donc, à la sortie de chaque onduleur, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre un système de filtrage pour être sûr d'avoir le signal le plus propre qui soit au niveau, de votre charge ou de votre réseau. L'inductance qu'on utilise, puisque c'est la plupart du temps c'est une inductance qu'on va utiliser, joue donc un rôle de filtre et permet de fournir au réseau des courants quasi sinusoïdaux. D'un point de vue formel, elle transforme un onduleur de tension en onduleur de courant. Okay, donc là, évidemment, puisque c'est le courant qui va générer, avec cette
Ce filtrage qui va arriver, c'est évidemment sur le courant que ce filtrage arrive. Hein, l'ondulation qu'on voyait précédemment, hein, sur celui-là, c'est évidemment le courant qui lui... Décidément, excusez-moi, c'est le courant qui alterne. Et donc on a converti un onduleur en tension en onduleur en courant. Donc autrement dit, ce que vous allez convertir pour renvoyer sur le réseau électrique, par exemple, sera plutôt un onduleur en courant. Alors que si c'est pour l'utiliser pour un moteur, ce sera plutôt un onduleur en tension, qui lui peut être de ce type-là, mais peut être et surtout de ce type-là. Okay. Puisque le moteur qui est derrière, lui, il soit ça, il s'en fout, il filtre. Okay. Je vais, pour expliciter tout ce que j'ai ici, on va basculer sur autre chose. Je vous mettrai le lien dans la vidéo, je la relâche l'enregistrement. Donc la vidéo, le lien sera mis si vous voulez la revoir éventuellement, mais ça n'a pas pour le moment grand intérêt, je pense. Alors, l'étape suivante dans les conversions d'énergie, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le convertisseur DC-DC. Okay. Donc on a vu quoi? AC-DC, DC-AC, maintenant DC-DC. Okay. Donc on a une batterie et on aimerait bien du courant continu en sortir, mais entre les deux, il faut pouvoir convertir. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous devriez pouvoir convertir ce genre de choses? Dans le cadre de vos applications particulières, justement, dans le cadre d'un petit contrôleur Atmel, par exemple, c'est quoi? Une petite, quelle est l'utilité de convertir du DC-DC? Non, pas forcément de tension basse tension. Supposons que vous ayez une batterie 12 volts. Okay. Non. Non. Pas forcément. Oui, c'est toujours intéressant. De toute façon, il faut toujours avoir signal stable, mais vos contrôleurs travaillent en courant continu. Mais en général, quelle est la tension au sein de votre contrôleur? Oui. Et les entrées-sorties? 5 volts. Et si vous avez 12 volts en entrée? Donc l'idéal, effectivement, c'est d'avoir dans votre circuit électronique, de prévoir un système qui convertit du DC-DC, tension d'alimentation 12 volts, vers du 5 volts, et puis derrière, vers du 3 volts 3. Comme ça, vous avez possibilité d'avoir les 3 tensions standards utilisées pour, parce que le 12 volts, souvent, derrière les capteurs, tout ce qui concerne la partie active, si vous avez dans vos montages des moteurs, par exemple, eux, en général, fonctionneront plutôt sur du 12 volts. Okay. Des petits moteurs à courant continu ou des petits moteurs pas à pas, ce sera souvent du 12 volts. Donc, si vous avez un montage de ce type-là, le convertisseur DC, typiquement le hasher, puisque c'est l'autre nom, il sera le composant le plus utilisé. C'est comme un régulateur au final. Pas tout à fait, oui. Il y a des schémas électriques, effectivement, avec des TDA, notamment, vous prenez un TDA ou quel est l'autre nom, le LM78, ok. Effectivement, travailler un peu dans ce style-là, effectivement, mais le HR sera quand même plus efficace d'un point de vue, parce qu'il ne faut pas oublier, et ça je vous l'avais expliqué l'autre fois, qu'est-ce qui se passe, comment va-t-il bien fonctionner votre contrôleur? Dans quel cas est-ce qu'il va fonctionner correctement? Donc le contrôleur, vous lui rentrez un signal redressé, tant bien que mal, vous mettez un petit filtre de type capacité, puis vous mettez votre régulateur de tension. Et je vous avais dit quel était le paramètre important pour qu'il fonctionne bien. Si vous avez un LM7805 par exemple, vous allez sortir 5 volts, en entrée il vous faut combien? À peu près 3 volts supérieurs, exact. Donc il faut également 8 volts, et pour un 12 volts, il faut au moins 15 volts, et pour un 15 volts, au moins 18 volts. C'était la tape. Mais vous le mettez 25 volts, ben pas de souci. Les LM, je crois que la tension maximale, même pour le 5 volts, c'est 28 volts d'entrée. Mais quel était le souci technique? C'est que ça chauffe. Exactement. Plus la différence de potentiel entre l'entrée et la sortie est importante, plus ça chauffe. Okay. Ici, avec un système de hasher, c'est juste le courant qui va passer à travers qui va être l'élément limitant. Mais sinon, vous lui dites je rentre 24 volts, je sors 3 volts, il s'en calme. Okay. Mais il fonctionne différemment, évidemment. Hein.
C'est pas un régulateur, c'est un élément un élément de modification du niveau de tension. Alors que le régulateur, lui, vous lui entrez n'importe quoi, il vous sort un truc rigoureusement correct et propre. Ok. Le hacheur, oui, on va voir qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait? Ça va être un peu le principe de l'onduleur de tout à l'heure, sauf qu'on va devoir filtrer et essayer de récupérer un élément le plus stable possible. Ok? Et là, on n'est pas très très loin du régulateur, mais on va voir que c'est un peu différent, on va pouvoir également, donc on va avoir des abaisseurs, mais également on va pouvoir avoir des hacheurs, des systèmes hacheurs à augmentation de tension. Ok? Même pour le coup, ça crée plus de bruit, non, cette truc-là. Ah oui, un petit peu, oui. C'est pour ça qu'en général, il y aura des belles capacités derrière, des belles capacités pour filtrer. Ok. Donc les hacheurs, c'est quoi? Ce sont des convertisseurs statiques qui permettent d'obtenir une tension continue constante, et ce, avec un rendement qui est proche de l'unité. Donc, par rapport à ce que je viens de dire, c'est lié c'est évidemment différent du régulateur. Il joue en fait le même rôle que quoi en alternatif, avec un rendement de l'unité. En alternatif, c'est quoi le convertisseur en alternatif qu'on utilise typiquement? Bah oui, le transformateur. Lui, il a aussi un rendement proche de l'unité et il permet de convertir de l'alternatif en alternatif. Bah ici, le hacheur, c'est du continu en continu, mais avec un rendement important. Ils sont utilisés donc pour la variation de vitesse pour les moteurs à courant continu pour l'essentiel. Okay, parce que de nouveau, on a affaire à quelque chose qui ne se tracassera pas trop, qui ait une grosse variation. Okay. Ici, on ne va plus travailler sur un système d'ondulation, donc courant alternatif, on va travailler sur du courant continu. Donc qui dit courant continu dit derrière moteur à courant continu. Ça ne paraît pas illogique, je crois. Okay. Les convertisseurs dont on parle permettent donc un transfert d'énergie d'une source qui est de type continu à une charge qui sera de type continu et de nature plutôt capacitive. Okay. C'est-à-dire que là, ce que vous allez aller derrière, lui, il ne faut pas oublier, qu'est-ce qui filtre bien les variations en tension? Quel est le meilleur des filtres en tension? C'est la capacité. Okay, la variation de courant, le meilleur filtre, c'est l'inductance. La variation de tension, c'est la capacité. On parle ici donc de hacheur, c'est un système de découpage en fait, de courant continu. Les convertisseurs permettent le contrôle du transfert d'énergie entre une source et une charge, et ce sera de nature capacitive ou de nature inductive, en ce qui concerne la charge évidemment. Hein. Il va de soi que le meilleur des filtres que l'on va avoir sera type capacitif, mais par contre la charge peut être dans les deux cas soit capacitif, soit inductif. Pour déterminer si la source est un récepteur réel doit être considéré comme une source de tension ou de courant, il faut évidemment évaluer le comportement de l'élément terminal, comme je viens de dire, capacité ou inductif. Et il faut pour ça faire intervenir deux paramètres d'échelle de temps. Okay. Le premier paramètre, ça va être quoi? Ça va être un paramètre de l'ordre de la microseconde, qui sera quoi en fait? Ce paramètre de microseconde, c'est quoi le paramètre de la microseconde? Dans les composants électroniques, c'est quoi la microseconde? Ça correspond à quoi à peu près? Ben, qu'est-ce qui prend une microseconde en électronique? C'est pas... Tout est dans le mot. Hein. Qu'est-ce qui fait la base de l'électronique? Oui, mais... d'accord, pas la fréquence. En électronique, quel est l'élément de base de l'électronique? Quel est l'élément de base de l'électronique qui différencie de l'électronicien de l'électricien? C'est la jonction PN. C'est typiquement le transistor diode. Et la microseconde, c'est quoi? Ça correspond au basculement, au fait que quand vous venez titiller la base de votre transistor,
eh bien votre jonction PN passe d'un mode bloquant à un mode passant. Ça, c'est le premier paramètre dans le cadre d'un élément électronique en général, mais surtout dans le cadre du HR, qui va être important. Okay, donc c'est le temps que ça va basculer. Il va de soi que, suivant qu'on va utiliser des IGBT ou des MOSFET, on verra les différences normalement la semaine prochaine, entre tous ces éléments-là, on va voir que, suivant la conception, ça peut être une microseconde, ça peut être une nanoseconde. Nanoseconde, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais je vais dire qu'on peut avoir des rapports de fréquence, de basculement, puisqu'on considère que ce sont des interrupteurs. Donc, autrement dit, il n'y a pas un aspect fonction où on fait varier. Non, c'est tout ou rien. Je pousse pas ça ou je suis bloquant. Eh bien, on va voir que, suivant le composant que vous allez utiliser, vous allez avoir des rapports quasiment 1% ou 1 pour 1000, suivant ce que vous allez faire passer à travers en fonction de la fréquence. Donc ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième, lui, c'est évidemment les quelques centaines de microsecondes à millisecondes qu'on va avoir besoin. Pourquoi? Pour la durée d'ouverture et de fermeture dans le cycle. On vient de voir principalement qu'on utilisait un principe de POM. Ici, on va voir qu'il y a aussi une variation de ces plaques qui intervient. Là, par contre, par rapport à nos besoins, la nanoseconde ou la microseconde n'a pas d'intérêt. Vu les fréquences à laquelle on travaille, qui sont en général, de toute façon c'est du continu, donc si ça prend du temps, c'est pas grave. Donc ça, on va parler plutôt en centaines de microsecondes au milieu de microsecondes ou à la milliseconde. L'échelle de temps qui correspond aux commutations est celui qui fixe la nature de la source et du récepteur. Forcément, si vous avez un élément technique qui bascule plus lentement que ce dont vous avez besoin de travailler, forcément, il va y avoir un souci. Vous devrez vous adapter et adapter votre composant, votre circuit en fonction du composant électronique que vous allez utiliser. Quand on est en présence d'une source et d'un récepteur de courant, si on ne peut pas interrompre le courant IT, dans quel cas est-ce qu'on ne peut pas l'interrompre? Dans le cadre d'un circuit de type, il y a deux types de circuits. Quels sont-ils? Inductifs ou capacitifs? Dans quel cas est-ce qu'il ne faut pas couper un circuit inductif? Exactement. Au niveau du courant, j'ai dit. Ah oui, c'est coup de dé, ça, voilà. C'est bien. À vous deux, de toute façon, vous avez toujours intérêt à dire, puisque l'un ne va pas sans l'autre, à dire un truc. Et là, vous êtes sûr que... Bon. Non, inductif, évidemment. Qu'est-ce qui se passe quand vous ouvrez un circuit inductif qui est en charge? Un pic de courant? De tension. De tension. Pourquoi? Parce qu'il va avoir tendance à essayer de contrecarrer ce que vous lui imposez. Dans le cadre du moteur, ce sera l'inertie du moteur qui va nous donner cette tendance, en recréant sa force électromotrice ou contre-électromotrice, à aller à l'encontre de ça. Donc vous allez, si vous ouvrez le circuit brusquement, vous allez évidemment brûler les interrupteurs qui seront derrière. Quand c'est un simple interrupteur, ça va, mais quand c'est en plus un IGBT qui va peut-être vous coûter 10 000 €, ce ne sera pas sympa. Pour cette diode de roue libre, je vais revenir sur ce que je disais. Cette fameuse diode de roue libre qui va nous permettre d'éviter les surcourants et les surtensions quand on a un circuit type inductif. Pour la même chose, on aura la même chose pour un circuit de type tension, si le récepteur ou la source est une source de tension, donc un hacheur en tension, on va donc avoir une variation de tension très importante qui sera, comme pour tout à l'heure, non plus un problème lié à un circuit inductif, mais à un circuit capacitif. Les pics sont donc de type CDU sur DT, vous vous souvenez encore, ça, la petite la variation de tension par rapport au temps, c'est la variation, plus la variation par rapport au temps de la tension est importante, plus vous allez avoir une énergie qui va avoir tendance à être maintenue dans le cadre du circuit. Donc c'est évidemment délétère également pour le circuit. Donc dans ce cas-là, on fera également la même chose. On va avoir quoi? Un système dont l'échelle de temps qui est liée à la durée du cycle d'ouverture et de fermeture sera évidemment également liée
à la variation, au variateur de courant en pulsation, c'est-à-dire à l'échelle de temps. Donc dans les deux cas, que ce soit une variation pour une source tension, une source courant, cette variation ne peut pas être infiniment rapide, puisque ça revient à la même chose à un jour-nuit de monsieur non, pardon. Oui, non, moi je pense à son personnage, donc à Jacquard, à Jacouille. Jour-nuit, jour-nuit, jour-nuit. Il va de soi que si vous commencez à le faire très rapidement, ce sera encore plus délétère pour l'interrupteur, mais d'autant plus délétère pour le transistor, s'il n'est pas adapté à travailler à ces fréquences-là, évidemment. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, suivant la gamme de produits que vous allez avoir, plus en général la puissance à passer est importante, plus la variation en fréquence, évidemment, sera faible. C'est pas tout à fait vrai, mais dans l'absolu, je crois que c'est pas trop compliqué à comprendre. Quoi, hein. Vous avez une voiture de 200 chevaux, vous avez une voiture de 50, un petit vélo. C'est beaucoup plus simple de faire une accélération ou un freinage avec votre petit vélo, pour vos jambes et pour la mécanique, que pour votre voiture. Vous la mettez à 300 à l'heure, vous l'arrêtez, vous la mettez à 300 à l'heure, elle ne va pas aimer, évidemment. Hein, okay. En effet, la fréquence de commutation du variateur va fixer quoi? Va fixer la fréquence de la composante parasite et la fréquence qui sera présente tant en tension qu'en courant, bien sûr. Hein. Donc le parasitage, en gros, de nouveau, c'est le parasitage, ce sont les harmoniques de tout à l'heure qui va poser problème. Ok? Bon. On devra de toute façon à un moment donné toujours filtrer et mettre une capacité de sortie si on travaille en tension ou une self si on travaille en courant, c'est toujours le mieux effectivement, ça vous permet de faire ce qu'on appelle un lissage. Okay, les éléments principaux qu'on va trouver dans les hacheurs, donc les composants principaux qu'on va trouver, seront principalement des MOSFET ou un MOSFET que vous avez déjà vu, je pense, en électronique. Par contre, vous n'avez pas encore vu les IGBT. Donc, dans le cadre des convertisseurs DC, donc courant continu à courant continu, on a vu la dernière fois les principes de base. On va voir le schéma de base, en tout cas le montage qui est le plus souvent utilisé pour ce type de conversion, qui est en fait ce qu'on appelle le hacheur. Le hacheur, comme vous pouvez voir ici, on va utiliser un interrupteur électronique, et je dis bien électronique unidirectionnel. Bah oui, unidirectionnel, puisqu'on fonctionne en continu, donc on n'a pas besoin de fonctionner dans les deux sens. Et qui est commandé en ouverture et en fermeture. Okay, donc on peut choisir de laisser passer ou de ne pas laisser passer. Les deux traits qu'on voit sur le schéma symbolisent effectivement le fait qu'on a un ordre et un contre-ordre qui peuvent être appliqués. L'application des hacheurs se fait en général pour des valeurs de puissance de l'ordre de quelques kilowatts, jusque quelques kilowatts. Et on utilise, enfin quelques kilowatts, on peut aller beaucoup plus haut évidemment, mais à ce moment-là on va utiliser des techniques un peu différentes. Mais on utilise à ce moment-là des transistors de type haute tension avec soit des transistors bipolaires traditionnels pour des applications qui fonctionnent avec des systèmes de hacheurs de l'ordre de quelques kilohertz et avec des transistors type MOSFET qui sont utilisés à quelques dizaines de kilohertz. On verra la semaine prochaine, lors de la définition de tous les composants d'électronique de puissance traditionnels, quelle peut être la différence entre ces deux types de composants et évidemment avec les autres. Si on prend le schéma suivant, donc comme vous pouvez voir, qu'est-ce que c'est? Vous avez un schéma avec un générateur, un interrupteur. Le deuxième interrupteur, on n'en parle pas pour le moment, on verra tout à l'heure à quoi il sert. Et on a une charge ici, qui est symbolisée par une charge type inductive. Dans un premier temps, pour faciliter les méthodes d'explication, on ne va pas tenir compte de Q2 et on va dire que ceci est purement résistif. Donc, ceci est une charge de simple résistance. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, c'est quoi? C'est l'évolution dans le temps de l'ouverture et de la fermeture de votre interrupteur Q1. Donc, vous choisissez une période,
de manière peut-être pas aléatoire, mais en tout cas à votre sauce, en fonction de vos besoins. Cette période, vous allez la diviser en un certain temps de fonctionnement et temps de non-fonctionnement, sachant que c'est une période comparable à un signal alternatif, dans le sens où cette période va se reproduire à l'infini, en théorie. Cette période se reproduisant à l'infini, vous allez ouvrir durant un temps T1, tel que vous voyez ici, durant un temps T1, justement, pas ouvrir, vous allez fermer l'interrupteur pendant le temps T1, donc va apparaître aux bornes de la charge une tension de l'ordre de E, forcément, puisqu'on considère que ceci est parfait, ceci est parfait, ceci est parfait, ce sera E qui va apparaître aux bornes de la charge résistive, donc E égale U. On va introduire la notion de quoi? La notion de rapport cyclique comme étant quoi? Ce sera le temps de fonctionnement sur la période totale étudiée. Donc le rapport cyclique, alpha, sera le temps T1 divisé par la période. Ça, c'est le rapport cyclique de fonctionnement de votre HE. Donc, on en vient exactement à la même chose à peu près qu'un rapport cyclique dans le cadre d'une P2M lorsque vous commandez une sortie sur vos contrôleurs. Vous mettez 50%, vous allez avoir un signal carré, 50% du temps, 50% fonctionnel, 50% non fonctionnel. Ça, c'est le rapport cyclique. Donc, c'est un rapport qui n'a pas de valeur, n'a pas de grandeur, puisqu'on divise quoi? Un temps T1 en secondes par une période en secondes. Donc, un rapport cyclique s'exprime en pourcent ou éventuellement en 0, quelque chose. Bon. La valeur maximum étant de combien? Non, pour ici, quelle va être la valeur maximum pour alpha? Forcément, bien sûr, puisque on peut faire fonctionner notre système à 100% du temps, à savoir T1 égale T. Dès lors, si vous vous rappelez votre cours d'électricité de l'année passée, comment calcule-t-on la valeur moyenne finale résultante de l'alimentation que vous allez avoir ici? Eh bien, la valeur moyenne, ce sera l'intégration de votre signal. Vous l'intégrez, puis vous divisez par la période et vous obtenez, dès lors, la valeur moyenne du signal de sortie. Cette valeur moyenne sera équivalente à dire valeur moyenne égale alpha fois E, qui sera la tension d'alimentation. Donc, autrement dit, votre rapport cyclique va vous permettre de donner la valeur moyenne de tension de sortie de votre système de conversion DC-DC, en l'occurrence ici, le HE. Maintenant, on va reprendre la même chose, le même schéma, mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va tenir compte d'un Q2 et d'une charge non plus résistive, mais inductive. Dans ce cas, le hacheur commande quoi? Le débit de la source E dans un récepteur de courant I. Donc, vous avez votre récepteur, vous avez le courant I, et votre hacheur va quoi? Va gérer le débit simplement que l'on va envoyer dans votre moteur. Comme on a vu précédemment, il s'agit d'un moteur à courant continu qui est géré par une source de tension continue, évidemment. Comme vous savez, vous l'avez probablement vu en électrotechnique, que le moteur dit universel est un moteur à courant continu, puisque on lui applique du courant alternatif, il tournera quand même. Ici, notre système, c'est vraiment d'aller gérer le moteur de manière continue sur base de continu. Le moteur continu sur base d'un courant continu. Pour régler le transfert d'énergie, on a vu qu'on avait un interrupteur à commande périodique qui sera notre petit Q1. La période de pulsation T étant arbitraire, donc en fonction de votre choix,
et en fonction surtout de la technique que vous allez utiliser, forcément, idéalement, ce sera d'essayer de travailler sur des périodes les plus courtes possibles pour essayer d'avoir un système le plus lissé possible en sortie. On considère ici la source et le récepteur de part et d'autre du variateur. Donc vous avez votre variateur et d'un côté vous allez avoir la source, de l'autre côté l'alimentation, c'est le cas. La fréquence de commutation des interrupteurs, on considère qu'elle est nulle. Donc l'interrupteur, il est parfait. Les deux interrupteurs, Q1 et Q2, sont parfaits. C'est-à-dire que par rapport au temps de fonctionnement, il va de soi que, comme vous savez, on a vu que ça allait être une jonction PN qui allait faire basculer, qui sera dans le cadre des deux composants, puisqu'on a vu la semaine dernière que le Q2, ce sera quoi? Ce sera la fameuse, comment est-ce qu'on l'appelait celle-là? Diode de roue libre, les diodes de roue libre, et de l'autre côté, ce sera un transistor ou un MOSFET, ou un transistor de puissance ou un MOSFET. Les temps de basculement de ces jonctions sont évidemment instantanés par rapport au temps de fonctionnement de notre période, évidemment. Okay? Donc on considère que les interrupteurs sont parfaits. On bascule instantanément, on a notre courant maximum. Okay? La période de pulsation T étant arbitraire, on choisit dans la mesure où on considère, ça je l'ai déjà dit, et donc que la charge va être considérée comme résistive, même si elle est inductive. Pardon, j'ai été un peu vite. Je suis toujours au niveau de l'élément. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Q1 relie l'entrée et la sortie, et Q2, lui, court-circuite la sortie par rapport quand Q1 est ouvert. Donc, en résumé, la logique, si on écrit ça sous forme logique, c'est que Q1 égale Q2 bar en logique. Ça veut dire que dès qu'il y en a un qui bascule, l'autre bascule. Donc c'est on, on-off, off-on. Off-on, on-off. On a déjà défini alpha comme étant le rapport cyclique, on l'a défini plus haut. Donc ce système, assez simple d'un point de vue schématique, vous permet de comprendre comment on va pouvoir arriver à gérer le courant dans le moteur en fonction d'un courant d'entrée ou d'une tension d'alimentation continue plus grande. Okay? Ici, on parle d'un système de hacheur série. Okay? Donc le hacheur série vous permet de faire quoi? De diminuer la tension d'alimentation au bord de votre charge en fonction d'une tension forcément plus haute. Okay? Le but étant évidemment, en limitant la tension, de pouvoir jouer sur quoi? En limitant la tension et le courant, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Ça va jouer sur quels paramètres au niveau de votre charge? La charge, c'est quoi? C'est un... Non. Un moteur. Attention, oui. Et quel est le paramètre important pour gérer un moteur? Pas la puissance. La puissance, elle est définie par défaut, par nature. Il y a deux paramètres qui sont importants pour un moteur. Non, paramètre de sortie. Qu'est-ce qu'on recherche? C'est là pour les deux. Je ne sais pas si... Au niveau d'un moteur, quels sont les paramètres intéressants à aller retirer d'un moteur? Il y a deux facteurs. Le premier, c'est quoi? Non, le rendement, on s'en fout. Et en plus, il est merdique en général pour le courant continu. Mais un moteur, à quoi est-ce que ça sert un moteur? Concrètement, fondamentalement, un moteur, c'est quoi? C'est un élément qui tourne. Donc, quel va être le paramètre important qu'on va retirer du fait de cette rotation? Ça. Allez. La vitesse. Oui. On va pouvoir jouer sur la vitesse. Et l'autre paramètre est
Le couple. Vous n'avez pas vu ça en moteur, en électrotechnique? Couple et vitesse? Vitesse et couple, c'est toujours les éléments qui vont ensemble. D'accord. C'est ça qu'on va rechercher, évidemment. Soit on va aller chercher un élément qui tourne vite, dans le cadre d'une voiture par exemple, soit on va aller chercher l'aspect couple si on veut faire un travail de force. Ok? C'est l'un ou c'est l'autre. Et l'idéal, comme on sait qu'en général le couple et la vitesse sont liés, de manière inversement proportionnelle, un peu moins dans le cadre d'un moteur à courant continu, mais malgré tout, il y a un lien entre les deux, on essaye en général de jouer sur toute une série de paramètres. Et ici, avec notre petit hacheur, ça va être de jouer sur les paramètres d'entrée pour pouvoir justement modifier et le couple et la vitesse. Ok? C'est ça, fondamentalement, c'est toujours à ça que ça sert, une gestion de moteur. Les variateurs de fréquence pour les moteurs alternatifs dont on a parlé l'autre fois, c'est la même chose. On va aller jouer sur la fréquence, pourquoi? Pour permettre de garder un couple de démarrage suffisamment grand que pour lancer la rotation de notre moteur. Parce que si on cale de manière infinie notre arbre de moteur asynchrone, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un glissement qui sera tellement important que votre moteur, vous pourriez le caler. Évidemment, d'un point de vue courant primaire, évidemment, ça va être délétère. Donc le but, c'est d'essayer de diminuer la vitesse pour pouvoir avoir le couple maximum pour mettre en branle notre moteur et commencer à tourner tranquillement. C'est le même principe ici. Ok? Vous avez vu quand même les méthodes de couplage, série et parallèle au niveau du moteur? Ça vous dit quelque chose ou pas du tout? En électrotech? Non? Donc, si on reprend ce qui se passe au niveau de votre schéma, qu'est-ce que vous allez avoir? Donc, le schéma ici, c'est le même que celui de tout à l'heure, si ce n'est qu'on a on a remplacé Q1 et Q2 par quoi? Par la fameuse diode de roue libre, ok, et par le transistor MOSFET qui est en fait l'interrupteur Q1. L'interrupteur Q1 c'est ça et Q2 c'est la diode de roue libre. On voit que la diode de roue libre elle est montée à l'envers. On sait que le courant continu, il n'y a pas d'inversion, donc ce sera toujours dans le même sens. Donc ce qui veut dire que le courant qui va passer à travers la diode est IDR, il passe et il permet de fermer le circuit et de renvoyer le courant généré par le moteur, par L et R, puisque c'est la symbolisation du moteur, et ici ce sera en série une inductance et une résistance, va nous renvoyer ce courant dans l'inductance. De même, le E étant la tension d'alimentation. Alors, l'explication théorique, c'est quoi? C'est que la charge inductive qui est L, qui est symbolisé, qui remplace le moteur, je vais dire, mais enfin, le moteur c'est une charge inductive, accumule une certaine énergie, ok, un demi oméga Li carré, vous vous souvenez de ça, je suppose. Et et ça l'accumule pendant la durée où Q est fermé, évidemment, ok. Donc vous avez un courant qui passe à travers le moteur. Ce courant permet d'accumuler une énergie sous forme magnétique. Quand quand on ouvre cet interrupteur QA, ça devient évidemment dangereux, puisqu'on va libérer une énergie de manière brutale. Et cette énergie accumulée va passer où? Elle va passer à travers l'interrupteur Q2. Elle risque évidemment de griller l'interrupteur, puisqu'il faut bien la renvoyer, on va essayer de maintenir le circuit ouvert. Okay? Exactement comme quand vous basculez un interrupteur en charge sur lequel vous avez un courant intense, vous allez voir apparaître au niveau de votre interrupteur des arcs ou des étincelles. Exact.
La diode de Rowley va vous permettre donc de faire quoi? D'éliminer, je vais dire, d'éliminer cette énergie en trop, puisqu'elle va renvoyer cette énergie dans le moteur et permettre au moteur de continuer son mouvement. Et simplement, qu'est-ce qui va consommer cette énergie? Ce sera quoi? La résistance interne. Donc, on va pouvoir avoir un système qui va s'arrêter par lui-même. Cette énergie, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est symbolisée, ou en tout cas elle est liée à la surtension qu'on va avoir à cause de la loi de Lenz-Faraday. Et lorsque le fonctionnement qui est en continu, le courant évolue entre une limite supérieure et inférieure, qui va être Imin et Imax. Forcément, on ouvre pendant un certain temps le circuit, le courant va décroître, puis quand il va être un petit peu trop bas, on va on va refermer l'interrupteur, on va donc recharger, on va de nouveau avoir un courant qui va réaugmenter, et puis, lorsqu'on va le recouper, de nouveau il va se recouper, et c'est très bien symbolisé sur le schéma que vous avez ici, puisque, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit l'évolution de la tension aux bornes du moteur, donc U, en fonction de quoi? De l'ouverture et de la fermeture de l'interrupteur. On voit ici, 75% du temps à peu près, il va s'ouvrir, puis il va se fermer, puis on va de nouveau l'ouvrir, il va se fermer pendant 25% du temps, et puis réouvrir. C'est approximatif, ce que je dis 25%, par rapport au schéma qu'on a ici. Donc le résultat, c'est ce que je viens de vous expliquer avec les courants, c'est que vous allez donc avoir une variation de courant qui va varier entre un minimum et un maximum en fonction du temps, au sein de quoi? Au sein I de votre moteur. Pour ce qui est de IQ, lui par contre évidemment, pendant le moment où il n'y a plus rien de passant, lui il sera 0. Et de manière instantanée, il va passer à la valeur I minimum quand on décidera de le passer, et la valeur I, il ira jusqu'à la valeur maximum dès le moment où on décidera qu'il ne soit plus passant. Ça, c'est au niveau de l'interrupteur Q, ou de notre MOSFET. Au niveau de la diode de roue libre, lui évidemment, comme on voit très bien ici, l'inversion de fonctionnement, Q1, Q2 bar, où on voit qu'effectivement le courant va être maximum dès le moment où vous allez basculer votre interrupteur au niveau de Q, et elle va descendre jusqu'à un minimum, puisque on va choisir de dire, dès que ma période est terminée, je relance mon courant au niveau de mon circuit. Donc finalement, le temps de travail de la diode étant inversement proportionnel, oui, on voit qu'effectivement, il sera beaucoup plus court, évidemment. Et au final, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'au niveau de la diode, on va avoir une tension qui sera évidemment inversée, puisque notre diode est bloquante dans les moments où l'interrupteur est fermé. Et c'est pour ça qu'on voit apparaître un moins E au niveau de UDR. Monsieur, oui. Pour le courant du transistor, oui. Quand il arrive au courant maximal, oui. C'est le transistor qui se bloque. Oui, c'est-à-dire que le courant maximal, c'est le courant résultant. C'est nous qui choisissons, puisqu'on a choisi notre fameux alpha, notre rapport cyclique, on dit à un moment donné, maintenant tu te coupes, quelle que soit l'heure du courant. Alors évidemment, si le courant, normalement à ce moment-là, est supérieur à ce que le transistor peut supporter, c'est pas moyen, on est bien d'accord. Ici, on est dans un mode de fonctionnement dit normal, où on a des courbes, je vais dire, de fonctionnement acceptables pour le transistor. Mais c'est quoi qui gère le rapport cyclique du circuit? Le rapport cyclique veut se dire que le transistor se coupe Ah oui, ça va être évidemment un petit circuit de commande qui va se trouver ici sur la gâchette.
et qui va envoyer la pulsion au bon moment en fait, hein, qui va dire maintenant tu te coupes, maintenant tu mets en fonctionnement, maintenant tu te coupes, maintenant tu fais en fonctionnement évidemment. Hein. Ça c'est facile à faire avec un petit contrôleur, par là, avec la PWM ou avec ce que vous voulez, je vais dire comme gestion. C'est juste un petit élément qui va vous permettre de choisir ce rapport cyclique évidemment, bien sûr. Ici on ne vous montre que les éléments de puissance, on ne vous montre pas les éléments de commande. Mais la commande en elle-même, je dis, c'est simplement l'impulsion qu'il faut au bon moment, quoi. Ok? Ça va? D'autres questions? C'est clair pour le moment? Oui? Ok. Donc là, c'était, pour ce qui concernait notre élément pardon, le hacheur série. Alors, je m'aperçois d'un truc. C'est pas grave. Le deuxième type de conversion d'énergie DC-DC, ce sera quoi? Ça va être avec des hacheurs dits parallèles. Les hacheurs parallèles vont être utilisés dans quel cas? Eh bien, non pas dans le cadre d'une gestion de vitesse ou une gestion de démarrage d'un moteur, mais plutôt dans le cadre d'un freinage. Okay. Qu'est-ce que vous voyez ici au niveau de votre système? Ben, vous avez votre E qui est toujours la tension d'alimentation, et vous avez la tension aux bandes de l'adduction qui est en fait quoi? Qui est la résultante du fait que votre moteur va fonctionner non plus en moteur, mais en générateur. Donc, le cas typique, ça va être quoi? Ben, ça va être une locomotive qui va renvoyer sur le réseau le courant dont l'énergie qu'il a de trop, plutôt que de renvoyer ça dans des frais, parce qu'il n'y a rien à faire. Si vous voulez gérer la vitesse d'un module et principalement l'arrêter, il y a l'aspect freinage, ça c'est une chose. Évidemment, ça veut dire usure, ça veut dire échauffement. Ça veut dire énergie bêtement perdue, puisqu'on a une électronique qui nous permet de reconvertir cette énergie dans un mode qui nous apporte. À savoir quoi? À savoir de renvoyer ça, par exemple, sur les réseaux ou dans le cadre d'une voiture hybride. Dans quoi? Dans la batterie. Exactement. Si c'est comme ça que fonctionne d'ailleurs la majorité des voitures full hybrides. C'est que lorsque l'on freine, plutôt que d'utiliser cette énergie et de la renvoyer dans des freins qui vont s'user, on renvoie cette énergie dans un système de hacheur ou équivalent. Parce que l'hacheur sera pour le moteur à continu, comme je l'ai dit. Les voitures électriques actuellement, c'est plus tout à fait ce principe de moteur, mais dans l'absolu, le concept est le même, où on va renvoyer cette énergie pour charger et la reconvertir pour charger votre batterie. Le seul problème, c'est que quand vous freinez, qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre moteur, il va renvoyer évidemment une tension E, la force contre-électromotrice de Faraday, Lenz Faraday. Elle va évidemment, plus vous allez freiner, moins vous allez avoir de vitesse, plus cette tension va diminuer évidemment. Ok? Le but, évidemment, va être quand même que notre tension de sortie soit maintenue et soit à l'extrême limite plus haute, même pas à l'extrême limite, c'est le principe de ce convertisseur-là, c'est qu'il soit en surtension, c'est qu'elle soit plus haute que la tension de départ pour aller charger nos batteries ou pour être envoyée sur le réseau. Okay? Puisqu'elle va être reconvertie et renvoyée à ce moment-là sur le réseau. Ce système va donc faire quoi? Va jouer sur le rapport cyclique inversé, dans le sens où lorsque l'on voit, ici il est constitué toujours d'un interrupteur à ouverture commandée en parallèle et non plus en série avec le récepteur, de l'interrupteur à fermeture et ouverture spontanée entre la source et le récepteur. Le schéma ici présent, eh bien, la force électromotrice, comme on l'a dit, va s'additionner à la tension d'alimentation et le courant que vous avez au niveau de votre charge sera évidemment jamais renvoyé dans l'autre sens puisque vous avez votre diode D
qui va bloquer cet élément-là. Là, elle peut aussi utiliser des diodes de volume dans ce C'est, chiffre. Là, elle est vraiment bloquante. elle est simplement bloquante par rapport à votre charge. Ok? Elle est purement bloquante. Ok? Et donc, votre système, si on étudie toutes les tensions et les courants, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, vous allez avoir un élément, vous allez jouer donc sur, vous voyez ici toujours bien votre période et votre rapport cyclique de fonctionnement. Votre système, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez laisser monter le courant dans l'inductance en ne laissant pas passer le courant de sortie. Okay? Donc autrement dit, votre système va fonctionner comment? Pardon? Non, il n'y a pas de condensateur ici. Il n'y a pas de condensateur. Donc qu'est-ce qui va se passer? Votre courant au niveau de l'inductance va grimper dès le moment où votre où VL sera maximal, donc c'est-à-dire au niveau de ceci, où vous allez avoir votre système qui ne va pas débiter. Okay? Vous n'allez pas débiter, donc vous allez laisser monter ça à vide. Okay? Donc on laisse vraiment monter le courant pour au maximum aller récupérer cette énergie. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire? On va basculer notre interrupteur et cette énergie va être renvoyée à travers la diode dans votre batterie. Elle va donc s'additionner à votre tension de départ et donc va vous donner un principe de surtension, okay, qui va aller charger la batterie ou être renvoyé sur le réseau, parce que le réseau sera évidemment plus haut que ce que vous avez. Okay? Donc, votre courant, on laisse monter, et c'est au moment où on lance, on coupe l'interrupteur, enfin plus exactement, on ferme l'interrupteur, que là, on renvoie cette énergie. Okay? Le système tel qu'il est là va donc travailler, lui, en surtension. Et contrairement au système de Hasher série, plus vous allez avoir un rapport cyclique qui sera important, et voire de 100%, plus votre tension moyenne de sortie serait importante. Ici, c'est l'inverse. Plus vous allez attendre, plus vous allez avoir une surtension qui serait importante. Et c'est logique. On accumule, et puis à un moment donné, clac, on décharge. Okay? Le but, c'est évidemment d'essayer de gérer ça en bon père de famille, de ne pas lâcher évidemment trop d'énergie non plus. De nouveau, c'est l'électronique qui est derrière, donc c'est au niveau de la gâche que vous allez jouer sur ce facteur, sur ce rapport cyclique, pour libérer cette surtension à un moment donné et donner en sortie ce qu'il faut à la batterie pour qu'elle puisse se charger. Ok? C'est le même principe que l'autre, sauf que c'est la même chose que je vous ai dit tout à l'heure, sauf qu'on inverse de nouveau. Ça va donner lieu à quoi, ce type d'application? Eh bien, à la solution ultime qui sera le système dit. Non, pardon, j'étais un peu vite. Je reviens en arrière. De Hasher réversible, où là, vous allez transformer simplement vos deux éléments ici. Ok, vous voyez, vous avez deux MOSFET, vous avez deux diodes de roue libre, deux diodes, et en fonction de votre élément, en fonction du basculement de l'un et de l'autre, vos deux interrupteurs, en fonction du choix que vous allez faire, vous allez fonctionner au niveau moteur, donc votre moteur de sortie va fonctionner soit en moteur, dans le cadran 1, dans le cadran ici. Vous allez pouvoir jouer sur la vitesse et sur le couple de votre moteur si vous êtes en mode moteur, donc en mode alimentation. Et à l'inverse, vous allez pouvoir jouer dans l'autre mode de fonctionnement en génératrice, en fonction du choix que vous allez faire de basculer, de faire basculer vos interrupteurs T1 ou T2. Ok? Ça, c'est le choix ultime de votre Hasher dit
réversible, ok, où vous pouvez fonctionner soit en surtenseur, soit en sous-tenseur, donc pour aller charger ou décharger votre batterie. Oui. Dans ce cas de figure-ci, qu'est-ce qui couper le courant? Je veux dire, dans le schéma précédent, Ben, c'est nouveau, c'est au niveau de votre T2, au niveau de vos gâches, vous allez avoir une électronique, c'est deux gâches doubles. Au niveau de votre électronique, vous allez pouvoir dire maintenant tu te mets en fonctionnement, maintenant tu t'arrêtes. En sachant que l'autre sera toujours évidemment, oui, l'opposé, je veux dire. Ok? C'est bon? Donc ça vous permet comme ça, vous avez vu, ça je pense dans la carte en électrotechnique, le principe des quatre cadrans, où en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, si vous avez un couple négatif, ça veut dire un couple négatif mais une vitesse positive, ça veut dire que vous êtes en génératrice. Par contre, si vous avez une vitesse négative, donc rotation au sens inverse, mais un couple négatif, vous êtes en moteur, forcément, vous faites tourner votre moteur en mode inverse. Si vous avez votre couple qui est positif, mais par contre votre vitesse qui est négative, là vous êtes en générateur, et si vous êtes en couple positif et en vitesse positive, forcément j'ai du couple et en même temps de la vitesse, ça veut dire que je suis en mode moteur évidemment. Okay, donc suivant l'endroit où vous allez pouvoir vous retrouver, eh bien vous allez pouvoir, ce sera simplement un jeu de j'active, je désactive la gâchette à tel moment, la gâche à tel moment ou à tel moment. Ok? Donc les trois modes de hacheur, série, parallèle et ambivalent ou réversible. C'est bon? Ok. le principe d'une génératrice, C'est-à-dire que c'est la possibilité de pouvoir convertir un système dans deux modes, de dire des fois je produis, des fois je consomme. Et typiquement la voiture est l'exemple le plus facile. La voiture ou le vélo électrique, on pourrait envisager pour un vélo électrique, ça coûterait un peu cher évidemment, mais on peut envisager pour un vélo électrique évidemment de recharger votre batterie quand vous roulez, quand vous êtes en descente par exemple, ou quand vous freinez. À ma connaissance, tous les vélos que je connais, même les plus chers, ne le font pas. Vous êtes électronicien, il n'y a rien qui vous empêche de sortir un circuit qui permettrait de le faire. moi j'avais l'électrique qui est fait, parce que c'est une ancienne technologie, mais Il fait une recharge. Ah oui. Justement, j'en ai jamais vu, mais. Le moteur, c'était une marque canadienne, Oui. Ion X, Oui. et malheureusement ils se sont fait détruire par la concurrence. D'accord. Peut-être trop cher justement. Le moteur, il n'était pas assez implanté, D'accord. il n'était pas assez, et ça coûtait extrêmement cher. Et le moteur est sur la roue arrière, et c'est un système d'éléments qui passe. Et il y a une petite gâchette où on peut aller de 0 au 100 dans le vélo, et jusqu'à plus 1 plus 4, en moins 1 plus 4, et c'est il faut plus de génération. C'est ça. C'est ça. Bah oui, c'est pas inenvisageable. Maintenant, par rapport au vélo actuel, le principe des vélos actuels étant basé sur l'assistance plutôt que sur le vélo pur. Maintenant, il y a également des gens qui font des montages sur des vélos avec des systèmes hybrides, où on met ça dans la roue, où on met ça dans le pédalier, et où on peut carrément maintenant se passer de pédaler. Je trouve ça évidemment un peu dommage, on perd un peu le charme. Ça s'appelle, pour moi j'appelle ça une mobilette, quoi. J'appelle plus ça un vélo, quoi. Mais toujours est-il que l'autre principe, et ça évidemment c'est le mieux, c'est la voiture hybride évidemment. Bon. Alors, pour vous les électroniciens, typiquement, ce circuit, c'est un circuit que vous avez déjà peut-être manipulé. Si ce n'est pas le cas, vous pourriez le manipuler un jour. Il fonctionne sur le principe du hacheur, à très haute fréquence, dans le sens où vous allez pouvoir convertir un courant continu en courant continu, de l'ordre de 4,5 volts à 28 volts, et le ramener à 0,8 volts à 20 volts. Dans votre cas, si vous jouez avec des contrôleurs, c'est évidemment quelque chose qui peut être très utile,
Puisque sur base d'une batterie 12 volts, vous pouvez reconvertir avec un élément comme celui-là en 5 volts, et vous pouvez reconvertir en 3 volts 3 en fonction de la tension d'alimentation dont vous allez avoir besoin dans votre circuit. Ce sont des petits circuits à conversion d'énergie. Comme vous pouvez voir, la fiche technique est assez claire. Le rendement, 92%, évidemment, c'est des petits circuits avec des petits courants, des petits éléments. Hein. On parle ici de 3 ampères. Hein. C'est pas vraiment, on ne peut pas vraiment parler d'électronique de puissance, même si bon, le concept est le même. Mais par contre, ça vous permet d'avoir quelque chose d'excessivement précis. La tension de sortie que vous allez obtenir, en fonction de la tension d'entrée, va vous donner un élément ultra précis. Pour des coûts qui sont dérisoires. Un circuit comme celui-là, à mon avis, 1 euro. Ouais. C'est pas vraiment comme un régulateur. Ce n'est pas un régulateur, c'est réellement un hacheur. Donc ce qui veut dire que c'est un élément, un hacheur série, c'est un élément qui va vous permettre d'abaisser la tension en fonction, donc vous allez simplement avec, si vous voyez bien ici sur le schéma, vous avez un petit potentiomètre qui va vous permettre de gérer quoi en fait? Gérer le rapport cyclique, exactement. Il va envoyer, donc c'est le composant électronique ici, le petit contrôleur, qui en fonction de la tension d'entrée, il va jouer sur son rapport cyclique. Attention, à des fréquences de l'ordre de 1 MHz, 1 MHz et demi, hein, donc le hachage il est costaud, et va vous permettre d'avoir une tension de sortie qui sera considérée comme continue. Et par hasard, il y a une sécurité, c'est par hasard un rapport cyclique n'est plus long pour ne pas avoir. Admettons, on a donc 5 volts en entrée et on a besoin de 0,2 volts. Oui. Si par hasard ce boîtier tombe en panne et qui tape tout un courant, il y a quand même une protection. Ça, ce sera à vous de le générer, évidemment. Non. Et à l'inverse, vous lui mettez du moins 12 volts, instantanément, je dis bien instantanément, ça fait quoi? Pchit. Ça, franchement, c'est instantané. Par expérience, je parle. Ça m'est arrivé à 15 jours. Donc voilà, un produit comme celui-là est un produit vraiment très très bien et ne coûte vraiment rien. Vous, si vous jouez un petit peu avec les contrôleurs, c'est un produit normalement que vous devriez rencontrer assez fréquemment parce qu'il est efficace. Mais c'est littéralement un hacheur. Le principe, c'est le concept vraiment. Comme vous pouvez voir, en plus, tour d'ondulation 30 000 volts, ça veut dire que vous avez 30 000 volts sur une valeur de l'ordre de 1 volt à 20 volts. Quoi. Donc c'est rien du tout, évidemment. Donc l'ondulation résiduelle est vraiment dérisoire. Ces genre de petits boîtiers-là, on utilise principalement ça pour de basse tension, on est en dessous de 40 000 volts. Ah ben, regardez les tensions d'entrée et les tensions de sortie. En général, au-delà, on a vu que je vais les Attention, ne confondons pas. On parle ici pour de la très basse tension. Okay. Si on parle des hacheurs autres, comme je l'ai dit, on peut avoir des éléments qui vont à plusieurs kilowatts et à plusieurs kilowatts et plusieurs kilohertz de fréquence. Attention, le concept est le même, mais les puissances n'étant pas les mêmes, forcément les niveaux de tension d'entrée ne sont pas les mêmes, et de sortie ne sont pas les mêmes. Mais malgré tout, vous pouvez effectivement travailler sur plusieurs milliers de volts si vous avez envie. Ça pas un souci. Sur les hacheurs. Hein. Ça dépendra évidemment de la capacité de votre composant de l'interrupteur finalement. Donc du MOS, des éléments MOS ou transistors de puissance que vous allez utiliser évidemment. Ça, il n'y a pas de tracas à ce niveau-là. Vous savez faire quasiment ce que vous voulez. Maintenant, les tensions de locomotive, c'est plusieurs dizaines, plusieurs milliers de volts. Dans le cadre d'une voiture électrique, c'est combien? Oui, c'est ça. Enfin, la batterie en elle-même, c'est des batteries un peu plus basses que ça, mais effectivement, vous voyez, c'est des rapports de tension qui sont, je vais dire, de l'ordre des tensions standards que l'on rencontre dans son réseau. Tout à fait. C'est plusieurs dizaines à quelques centaines de volts, ce n'est pas 5000 volts. Ça, on est d'accord. Après, il faut des questions de proportion. 5000 volts pour faire avancer une voiture, c'est pas la même chose pour faire avancer. Ça, c'est une question de courant derrière. C'est une question de courant et à ce moment-là de quoi? De taille de câble, exact.
exact. Tout à fait. On va le voir d'ailleurs tout à l'heure avec les photovoltaïques. J'ai pu voir en vrai un câble, des câbles orange avec un élévation électrique. Oui. C'est un sacré câble. Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est les taureaux importants. Forcément, vu les tensions, vu que les tensions ne sont pas très élevées, vous allez avoir forcément des courants importants, oui. Et donc forcément, vous serez obligé d'avoir des diamètres de câbles qui seront importants, bien sûr. Ok. Alors, donc température de fonctionnement,